Ce même ouvrage, sur l'automatisme psychologique, contenait plusieurs autres observations du même genre. Plus tard, j'ai pu vérifier les mêmes faits à propos d'un cas d'abolie remarquable, et surtout à propos des troubles amnésiques présentés par Madame D. Cette femme de 34 ans était entrée brusquement dans l'état névropathique, à la suite d'une violente émotion, déterminée par un mauvais plaisant, qui lui avait crié brusquement à l'oreille que son mari était mort. J'ai pu établir que l'amnésie continue, si curieuse de cette malade, ses crises délirantes, et tous ces troubles étaient en relation avec le souvenir traumatique laissé par cet incident. Dans mes autres travaux postérieurs, ces observations deviennent beaucoup plus nombreuses, et on pourrait facilement y relever une 50aine de cas où le souvenir traumatique est présenté comme facteur essentiel de la maladie. Dans les uns, il s'agit d'anorexie et de délire d'inanition, déterminés par le souvenir d'une séduction et d'un attouchement clandestin. Dans d'autres, de diverses dysesthésies, en particulier de l'horreur de la couleur rouge, en rapport avec le souvenir d'un enterrement, où le cercueil était recouvert d'immortelles rouges. Dans ceux-ci, on voyait des paraplégies avec rétraction des adducteurs, les custodes, déterminés par le souvenir d'un viol ou par le souvenir des rapports avec un mari devenu odieux. Dans cela, on observait diverses chorées systématiques, reproduisant les mouvements professionnels à cause de la pensée persistante de la misère des parents et de la nécessité du travail. J'insiste particulièrement sur une observation assez remarquable qui prend ici un certain intérêt. Une jeune fille de 25 ans présentait depuis 6 ans une série d'accidents variés, anesthésie cutanée viscérale, accès de météorisme, troubles de la digestion, vomissements incoercibles, contracture des jambes, astasie-abasie énorme, qui depuis 5 ans avait rendu la marche tout à fait impossible. J'appris, par une conversation au cours d'un état somnambulique, une triste aventure survenue à cette jeune fille. Vivant seule avec son père à l'âge de 18 ans, elle était devenue sa maîtresse, et les relations avaient duré pendant 1 an. Les accidents hystériques avaient commencé peu de temps après. J'ai pu montrer la relation étroite qui unissait tous ces accidents avec le souvenir des relations coupables et la crainte de leurs conséquences et, par des modifications de l'idée fixe, j'ai pu supprimer tous les troubles, ce qui justifiait assez bien l'hypothèse relative à leur origine. Des études du même genre ont été continuées dans mon livre sur les obsessions et la psychasthénie, 1903. Elles ont été confirmées par beaucoup d'auteurs et on peut considérer comme acquis que le souvenir d'un événement particulier de la vie peut jouer un rôle important dans la détermination des accidents névropathiques. C'est ce que l'on peut résumer en admettant l'importance du souvenir traumatique dans les névroses. De telles recherches, cependant, ont toujours été présentées comme des interprétations hypothétiques et partielles des troubles névropathiques et psychopathiques. Les souvenirs traumatiques paraissent jouer un rôle essentiel dans un certain nombre de cas, mais il est incontestable qu'ils peuvent n'avoir qu'une importance très restreinte ou même ne jouer aucun rôle dans d'autres observations, et j'en ai publié un très grand nombre de ce genre. Comment cela est-il possible ? C'est qu'une névrose, avec l'ensemble des symptômes qu'elle présente, est une chose fort complexe que bien des causes ont contribué à édifier. Le souvenir n'agit pas seul, car on ne pourrait comprendre que le souvenir d'un événement lointain garda chez quelques individus une si grande puissance, tandis qu'il restait insignifiant chez la plupart des autres. Il faut, pour qu'il devienne dangereux, qu'il se rencontre avec un état mental tout particulier, capable de favoriser son développement. J'ai essayé bien souvent d'analyser cet état mental dangereux et prédisposant, ou, si l'on préfère, cet ensemble d'autres symptômes mentaux qui doivent se joindre au souvenir d'un événement pour le rendre traumatique. J'ai essayé de le résumer par les mots de rétrécissement du champ de la conscience, de faiblesse de la synthèse psychologique, d'abaissement de la tension psychologique, etc. L'événement, pour devenir dangereux et laisser un souvenir traumatique, devait coïncider avec cet état de dépression mentale. Si par malheur une impression nouvelle et dangereuse est faite sur l'esprit à ce moment,
où il est incapable de résister, elle prend racine dans un groupe de phénomènes anormaux. Elle s'y développe et ne s'efface plus. C'est en vain que les circonstances fâcheuses disparaissent et que l'esprit essaye de reprendre sa puissance accoutumée. L'idée fixe, comme un virus malsain, a été semée en lui et se développe à un endroit qu'il ne peut plus atteindre. Il est facile de faire à ce propos un rapprochement entre les troubles de l'esprit et les maladies infectieuses du corps dont le développement ne dépend pas uniquement du microbe, mais aussi du terrain, c'est-à-dire de l'état général de l'organisme au moment de l'infection. D'où vient maintenant cette faiblesse psychologique, cette dépression qui doit coïncider avec le souvenir pour le rendre traumatique? C'est là, à mon avis, une deuxième question qu'il ne faut pas confondre avec la première, avec celle qui a rapport à la recherche du souvenir traumatique. Dans certains cas, mais dans certains cas seulement, la dépression peut avoir débuté au même moment que le souvenir traumatique lui-même et à propos du même événement. Cet événement a déterminé une forte émotion, et par conséquent une fatigue et un épuisement qui ont abaissé la tension psychologique, et en même temps, il a donné naissance à un souvenir précis, qui est devenu traumatique grâce à l'épuisement précédent. Les choses semblent s'être passées ainsi dans le cas de Madame D, et dans quelques-uns des cas que je viens de signaler, quand toute la névrose semble avoir un point de départ très précis, dans un événement particulier. C'est là un cas tout spécial, et à mon avis assez rare. Mais même dans ce cas, il faut distinguer deux phénomènes, le souvenir ou l'idée fixe, et la dépression produite par l'épuisement, car ces deux phénomènes n'ont pas le même mécanisme, ni les mêmes conséquences. Le plus souvent, il n'en est pas ainsi. Les deux phénomènes se séparent visiblement et débutent même à des époques différentes et pour des causes différentes. Quelquefois, dans des cas également assez curieux, on peut rattacher ces deux modifications mentales à deux événements successifs. C'est ce que j'ai appelé la double émotion. Un événement détermine l'émotion épuisante qui abaisse le niveau mental et peu de temps après, un autre événement sème dans l'esprit l'idée fixe. Ou bien les choses se passent d'une manière inverse. Un premier événement a laissé un souvenir qui par lui-même n'était pas traumatique, mais peu après, un autre événement a déterminé une dépression grave et a permis au premier souvenir de prendre un développement dangereux. Ce sont encore là des cas particuliers. Le plus souvent, la dépression était beaucoup plus ancienne et avait été déterminée peu à peu par une foule de petites émotions, de petites fatigues répétées, qui avaient rempli le cours de la vie sans déterminer des événements bien distincts ni bien remémorés. Enfin, il faut bien souvent remonter plus loin et trouver dans la constitution héréditaire, dans la période de la vie que traverse le sujet, dans les maladies physiques, dans les intoxications diverses qu'il a supportées, l'origine de la dépression elle-même. Celle-ci peut sans doute se préciser grâce à un souvenir traumatique surajouté, et prendre alors des formes spéciales qu'il faut bien connaître. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a aussi des caractères qui lui sont propres, qu'elle peut, même en étant réduite à elle-même, se manifester par une foule de symptômes, et qu'elle peut enfin constituer une névrose fort pénible, en l'absence de souvenirs traumatiques. Les idées fixes elles-mêmes, qui peuvent surgir dans ces névroses, ne sont pas forcément l'expression des souvenirs traumatiques. Elles peuvent se former par un tout autre mécanisme. Ces idées peuvent être simplement l'expression plus ou moins imagée et métaphorique des sentiments d'incomplétude que le sujet éprouve du fait de sa dépression. Bien des malades, par exemple, quand leur tension psychologique est abaissée, ne peuvent accomplir les actions dès qu'elles deviennent sociales. Ils constatent que leurs pensées s'abaissent ou qu'elles s'arrêtent et qu'elles dérivent en agitation mentale et en angoisse dès qu'ils se trouvent en présence de telle ou telle personne. Il leur semble alors que cette personne leur vole leurs pensées, et ils ont à son propos des idées fixes, de scrupules, de honte, de haine, de persécution. Il ne faut pas toujours affirmer qu'il y a eu un événement traumatique dans lequel cette personne a été mêlée. L'idée fixe n'est ici que l'expression de la dépression elle-même. Et elle ne doit être ni interprétée ni traitée de la même manière que l'idée fixe qui résulte d'un simple souvenir traumatique. Ces réflexions ont déterminé dès le début de mes études des précautions toutes particulières
dans l'étude et dans la recherche des souvenirs traumatiques. La découverte de tels souvenirs étant importante pour l'interprétation et pour le traitement de certaines névroses, il faut bien faire tous ces efforts pour les découvrir quand ils existent. Mais comme il reste entendu que de tels souvenirs peuvent fort bien être absents dans d'autres cas de névrose qui devront être interprétés et traités autrement, il faut également faire tous ces efforts pour ne pas découvrir de tels souvenirs traumatiques quand ils n'existent pas. Par conséquent, il faut recueillir avec précision toutes les indications que le sujet peut donner sur ses propres pensées et sur ses souvenirs. Il ne faut être rebuté ni par la longueur de ses bavardages, ni par la puérilité de ses récits, et il faut examiner avec soin le rôle qu'ont pu jouer tous les événements qu'il raconte. Malheureusement, j'ai été vite convaincu que les souvenirs traumatiques les plus importants n'étaient pas toujours bien connus par le sujet lui-même, ni exprimés par lui clairement quand il cherchait à le faire volontairement. Il fallut donc rechercher même les souvenirs cachés que le malade conservait dans son esprit à son insu. On pouvait les soupçonner, souvent d'après les gestes, les attitudes, les intonations du malade. Quelquefois, il fallut les rechercher dans ces états de conscience particuliers où d'autres catégories de souvenirs réapparaissent. Dans les somnambulismes, dans les écritures automatiques, dans les rêves. Les souvenirs traumatiques de Marie, cette jeune fille qui présentait du délire au moment de l'arrêt des règles, ont été surtout découverts pendant des crises d'hystérie et pendant des somnambulismes. Les souvenirs de Madame D ont été surtout découverts, au moins au début, pendant les rêves de la nuit. Dans tous ces cas, on prenait la précaution de recueillir les paroles mêmes du sujet pendant l'état anormal, sans les modifier d'aucune manière. Madame D était surveillée pendant son sommeil, et l'on recueillait les paroles qu'elle prononçait à demi-voix. Dans d'autres cas, je faisais réveiller brusquement le sujet afin de recueillir les paroles qu'il prononcerait au premier moment du réveil. Ces paroles n'étaient conservées que si elles avaient un sens précis par elles-mêmes et se rapportaient à un événement déterminé. Une très grande circonspection était nécessaire quand on cherchait à établir une relation entre tel ou tel souvenir, ainsi découvert, et certains symptômes pathologiques. Il fallait rechercher avec soin si les troubles avaient coïncidé avec l'événement remémoré, s'il y avait parallélisme entre le développement des troubles et celui du souvenir, si aujourd'hui encore les deux termes étaient liés de telle manière que l'on put modifier l'un sans influencer l'autre. Ce n'est qu'après un grand nombre de vérifications de ce genre que j'étais disposé à admettre, dans certains cas particuliers, et dans certains cas seulement, le rôle d'un souvenir traumatique. Tel était le bilan des études commencées sur cette question par l'analyse psychologique, quand sont survenus sur le même terrain les travaux de M. Sigmund Freud et de ses nombreux élèves, qui devaient, paraît-il, tout révolutionner. Je dois avouer à ma grande honte qu'au début, je n'ai pas du tout compris l'importance de ce bouleversement, et que j'ai naïvement considéré les premières études de messieurs Breuer et Freud comme une confirmation des plus intéressantes de mes études. Nous sommes heureux, disais-je à ce moment, que messieurs Breuer et Freud aient vérifié récemment notre interprétation déjà ancienne des idées fixes chez les hystériques. En effet, ces auteurs montraient, par des exemples très heureusement choisis, que certains troubles étaient la conséquence de réminiscences traumatiques. Et leurs observations, je le constatais avec plaisir, étaient tout à fait analogues aux miennes. Tout au plus, ces auteurs changeaient-ils quelques mots dans leur description psychologique. Ils appelaient psychoanalyse ce que j'appelais analyse psychologique. Ils nommaient complexus ce que j'avais nommé système psychologique, pour désigner cet ensemble de phénomènes psychologiques et de mouvements, soit des membres, soit des viscères, qui restaient associés pour constituer le souvenir traumatique. Ils baptisaient du nom de catharsis, ce que je désignais comme une dissociation des idées fixes ou comme une désinfection morale. Les noms étaient différents, mais toutes les conceptions essentielles, même celles qui étaient encore sujettes à la discussion, comme celle du système psychologique, étaient acceptées sans modification. Encore aujourd'hui, si on laisse de côté les discussions aventureuses, et si on examine seulement les observations publiées par des élèves de M. Freud à propos des souvenirs traumatiques, on retrouve encore des descriptions très analogues à celles que je publiais autrefois.
En considérant ces premières doctrines et ces observations, on a quelque peine à comprendre en quoi la psychoanalyse diffère tellement de l'analyse psychologique et où se trouve le point de vue nouveau qu'elle a apporté à la psychiatrie.